l'émission, c'est Mohamed. Tfadal. Tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être fidèles à nos émissions. Je suis aussi sûr que toi aussi, Nourdine, tu reçois des messages, on nous pose des questions. Alors, je tenais à les remercier. Évidemment, aujourd'hui, c'est une émission effectivement qui est très spéciale. Nous allons parler des penseurs algériens qui sont issus de l'école, ce qu'on appelle l'école franco-arabe. C'est-à-dire, c'est une politique coloniale française qui a voulu créer, entre guillemets, des élites algériennes. Et nous allons parler de penseurs, notamment ces penseurs issus de l'école, de l'État colonial, devrais-je dire, qui va prendre en charge une partie de cet enseignement afin de produire des cadres nécessaires à la reproduction des appareils judiciaires et religieux pour conserver le pouvoir colonial et bien sûr placer tous ces élites algériennes sous son contrôle. Il y a un intellectuel dont on va parler un petit peu, en tout cas moi je vais un petit peu en parler, il s'appelle Mohamed Ben Cheneb, né en 1869 et mort en 1929. Il est considéré comme un des plus grands éminents algériens du XXe siècle, pour avoir été le premier docteur dans l'histoire de l'Algérie coloniale et un des plus importants chercheurs de sa génération, versé dans les domaines des langues, de la traduction et de la littérature comparée. Et puis aussi, Nourdine, un grand penseur avec lequel on ne peut pas être toujours d'accord, qui a fait l'objet de beaucoup de controverses. Je dirais même que c'est un penseur qui a été, entre guillemets, mal aimé, c'est Malek Benabi, né en 1905 et mort en 1973 en Algérie. C'est un penseur algérien. Lui, il a vécu deux périodes, la période coloniale et aussi la période post-indépendance. Et bien sûr, à mon avis, il est important de mettre en évidence ce qui a permis à ce grand penseur algérien d'avoir fait naître un concept philosophique. C'est le concept, je suis sûr tu vas certainement en parler, de la colonialisabilité. C'est lui qui a fait ce concept. Bien sûr, c'est un concept qui a soulevé question qui demeure encore aujourd'hui l'énigme. Et c'est aussi un grand défi pour les spécialistes universitaires et les chercheurs, même les plus avertis. C'est trouver une explication au sens de la double culture de ce penseur. Voilà, ce sont deux Algériens, deux combats, deux controverses aussi. Mais aussi ce que je voudrais soulever, c'est toujours pour moi avec beaucoup de tristesse que je dis pourquoi les avoir laissés dans l'oubli. Alors aujourd'hui, dans notre émission, Nourdine, nous allons essayer d'emprunter leur parcours et d'y voir le contexte dans lequel ils ont dû se battre. Et là, je vais faire une petite citation du pouvoir colonialiste de cette école franco-arabe pour mieux expliquer encore pourquoi ils se sont combattus dans un des textes bien définis. Voilà ce qu'ils disent. La première conquête de l'Algérie a été accomplie par les armes et s'est terminée en 1871. La seconde conquête a consisté à faire accepter par, entre guillemets, les indigènes notre administration et notre justice. La troisième conquête se fera par l'école. Elle devra assurer la prédominance de notre langue sur les divers idiomes locaux, inculquer aux musulmans l'idée que nous avons nous-mêmes de la France, de son rôle dans le monde, substituer à l'ignorance et aux préjugés fanatiques des notions élémentaires mais précises des sciences européennes. Voilà ce que disait Rambaud, Alfred Rambaud, qui écrivait dans le livre qui s'appelle Les instituteurs algériens et le pourquoi d'avoir créé cette école franco-algérienne. Voilà, c'est mon introduction, Nourdine, et je te laisse le micro. Tfadal. Voilà, c'est vrai que c'est des grands penseurs. Pourquoi on a choisi, moi j'ai choisi un peu Malek Benabi. Malek Benabi, c'est pas qu'il avait, il avait une autre vision. Il avait une autre, la vision qu'il avait, c'est une vision unique, voilà, juste une phrase. Peut-être que le destin veut faire de moi, malgré toutes mes implorations, le témoin écœuré des maladies morales et sociales du monde musulman. Il voulait de la perfection. Il ne pouvait pas accepter que ce monde d'arabo-musulmans
puisse être vraiment dans des conditions atroces à son époque. وهذا هو السبب ce qui l'a poussé lui. Malik Ben Nabi, il est connu à l'échelle internationale, en Asie, en Afrique, être invité par les rois, par les... Là où il a été vraiment, après l'indépendance, il a subi les affres du pouvoir de l'époque. Même Belouch Haqqo, ils ne lui ont pas donné quelque chose qui lui revient de droit. وكان سي محمد je vais vous lire واحد il y a un texte qu'il a écrit, je crois, en 71 ou en 72. Les tués par la patrie. Depuis que je suis à Paris, je vois pendant mes déplacements en métro des jeunes visages au profil algérien, et la pensée qui m'a saisi, c'est que ces jeunes mourront un jour sans rien connaître de leur pays, de leurs ancêtres, ni rien qui leur rappelle qu'ils étaient algériens. Ce sont peut-être fils de harkis ou d'exilés pour le travail, d'exilés de toutes sortes, mais ils ont le même sort. Quand ils mourront, on pourra ériger à leur mémoire, je sais où, une colonne comme celle qu'on érige en France pour les enfants morts pour la patrie. Mais leur colonne portera cette inscription aux enfants tués par la patrie, l'Algérie indifférente. Malik Ben Nabi, le 4 août 1972. C'est pour ça que c'est un bonhomme. C'est pas qu'il en voulait à toute la planète. Il voulait de la perfection. Il voulait que l'islam, pas un islam révolutionnaire. Et la comparaison, il le fait entre l'Occident et le mouvement et les musulmans. Lui, les musulmans, ils ont tellement pris de l'avance, pour être à leur niveau, il faut batailler. Malheureusement, il a subi, il a passé de mauvais moments en Algérie indépendante. Et même en 73, lorsqu'il est décédé, il était 3 ou 4 jours avant son décès, il était dans la région de Batna pour donner des conférences. À chaque fois, quand on l'invitait pour des conférences, il répondait toujours présent, malgré tout malade, malgré tout. Et quand il habitait à Alger, on lui coupait l'eau, on lui coupait ainsi de suite. Tfadal, si Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas comment te répondre à cela. Si tu veux, je peux même revenir un petit peu, parce que bon, pour comprendre Malik Ben Nabi, à mon avis, à mon humble ami, il faut aussi revoir un petit peu qu'il a été, si tu veux, le produit de cette école franco-arabe, et qu'il a été le produit de cette, en tout cas, essayer de garder cette double culture. Parce que, après, je vais revenir un petit peu plus en détail, mais je voudrais, cette école, parler aussi de cette école franco-arabe, parce que c'est ça aussi, la causalité de cette école franco-arabe, c'est ça aussi que Malik Ben Nabi, avec tout le travail qu'il a fait, c'est vrai que c'est un visionnaire, mais il va être aussi très mal aimé, parce que dans l'expression, et tu l'as dit, encore une fois, avec beaucoup d'éloquence, ce qu'il avait et ce qu'il voulait faire dans son message, la critique de Malik Ben Nabi sur c'est ce qui se passait en Algérie à l'époque, et tu disais, c'est lui qui a dit on ne colonisait parce qu'on est colonisable, d'où vient cette fameuse philosophie de la colonialité. Mais ça, je vais y revenir. Mais avant d'y revenir, je voudrais aussi essayer de mettre en place pourquoi cette école franco-arabe et pourquoi elle a été créée, pourquoi on a tellement de difficultés à comprendre ces grands penseurs qui sont sortis de ces écoles. Il faut comprendre d'abord la question à se poser, c'est quelles étaient les spécificités de la politique culturelle et l'éducation française en Algérie pendant la période coloniale. Ensuite, il faut se dire quels étaient les objectifs socio-économiques de la France coloniale, sans oublier que cette école franco-arabe, franco-algérienne, elle est venue, ou elle a été créée après la totale destruction de la personnalité algérienne, après la totale destruction et le déni des valeurs culturelles, civilisationnelles algériennes. Même, j'irais dire, cette école franco-arabe, elle a été, ou franco-algérienne, elle était jusqu'au déni de l'islam, de l'arabisme. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réactions. Alors, ces réactions, dans l'élite
algérienne que l'école franco-algérienne a formée, il y a une approche dévastatrice dans ses composantes de la personnalité algérienne. Il y a la défense de la langue, la défense de la religion, la défense des habitudes et des coutumes. Mais pour répondre à toutes ces questions, à cette problématique, il faut souligner la méthodologie de cette approche historique, culturelle et éducative qui ont fait qu'il y a eu cette création de l'école franco-arabe. Je pense qu'il est essentiel de souligner, à mon humble avis, l'émergence d'une élite culturelle et éducative algérienne, porteuse d'un message par des personnes fortement engagées dans un processus de réaction contre le colonialisme, dans toutes ses dimensions, dans ce message. Et ça a été fait dès les premières années de la décennie de la colonisation, entre 1830 et 1880. On sait, l'administration coloniale, elle a tout fait pour détruire ce que je viens d'énumérer. Mais ça va déclencher des révoltes, bien évidemment. Des révoltes, on parle bien sûr de l'émir Abdelkader, on peut partir de Cheikh Branama, on peut parler de Zacha ou Letchir, etc. Fatma Soumer pour citer une femme. Mais l'insurrection algérienne à cette époque, elle est contre la dénomination coloniale française par son expression la plus dure, je dirais même moi la plus génocidaire. Et bien sûr, les autorités coloniales françaises, ils vont réprimer toutes les insurrections du XIXe siècle. Et après, c'est là ils vont dire, mais ils ont fait des génocides, etc., comme je disais, mais ils ont dit, mais le système colonial, quand même, il doit produire quelque chose pour remplacer ce qu'ils ont détruit, c'est-à-dire la destruction des mosquées, ils les ont remplacées par des églises. Ils ont fermé toutes les écoles où l'enseigner l'arabe. Ils vont même aller jusqu'à l'interdiction d'enseigner l'arabe. Ils vont essayer de faire en sorte de supprimer toutes les coutumes et les traditions algériennes. Et bien sûr, tout ça, c'est de la politique de la terre brûlée. Et puis là, c'est là où ça va naître. Cette politique, moi je dirais, ils vont essayer de trouver une politique assimilationniste. Et ils vont créer cette politique de francisation d'Algérie avec des Algériens qu'ils vont aller puiser pour entrer dans ces écoles franco-algériennes. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont rentrés, qui ont été choisis pour aller dans cette école franco-algérienne, au départ, ce sont tous des fils de Caïd, par exemple, Ferhat Ahmed, Ferhat Abbas, ou des nantis de la bourgeoisie, Ibn Badis, ou bien encore, évidemment, Mohamed Ben Chaab. D'ailleurs, je vais parler de cette réaction de l'élite algérienne. Les exemples que je vais proposer sont ceux qui ont joué un rôle éducatif et réformateur et qui ont défendu les composantes civilisationnelles, culturelles et l'éducation du peuple algérien tout en étant dans cette école franco-algérienne. Le premier, c'est l'intellectuel Ben Chelem Mohamed. Il fut un fervent défenseur de la langue arabe et de culture populaire. Il a orienté toutes ses recherches scientifiques vers la langue arabe, mais aussi avec la recherche des composantes turques et persanes, et bien sûr dans le persane, parce que bon, il y a ottoman et turc, parce qu'il y a l'héritage ottoman en Algérie. Lui-même, d'ailleurs, Ben Chelem Mohamed, son père était turc et sa mère était arabe. Et encore une fois, le docteur Mohamed Ben Cheneb, c'était un éminent linguiste. Il maîtrisait parfaitement l'arabe, le turc, le persan, le français, le latin, l'allemand et même l'hébreu. Et par contre, il essayait toujours de garder de ses spécificités dans ses études, dans ses recherches linguistiques académiques, qu'il a menées pour connaître les origines de la langue algérienne, mais aussi pour garder son appréhension linguistique et garder cette, entre guillemets, tradition, garder les traditions algériennes. Par exemple, il a été professeur à l'université d'Alger en 1908, il soutient sa thèse de doctorat à l'université de Damas,
Mais quand il revient et qu'il enseigne, encore une fois, à la faculté d'Alger, il y allait dans un costume traditionnel, avec Chéchi, puis son index Arbi, etc. Donc, Ben Chenem, il a été le premier qui a été comment dirais-je, le vecteur, le véhicule des composantes culturelles et linguistiques algériennes sous un régime colonial qui avait ouvert son école, cette école franco-musulmane, évidemment pour mieux encore justifier sa force coloniale, son pouvoir colonial, en disant, mais voilà, ce sont des Algériens qui sont formés dans les écoles et ce sont des érudits. Évidemment, Mohamed Ben Chelem a laissé des écrits, si vous voulez, je pourrais vous les citer à la fin de cette émission. Et il y a des lycées qui portent son nom. Puis Mohamed Ben Chenab, il est enterré à la Casbah, à côté de la mosquée de Sidi Abdelrahman. Et puis après, bien sûr, c'est la figure dont je crois tu vas parler plus longuement. C'est cette figure qui a contesté le colonialisme français. C'était bien sûr Ibn Badis, qui est formellement opposé à la politique française d'acculturation algérienne. Et c'est lui, on a fait une émission sur ça, qui a créé ce mouvement des ulama pour combattre le colonialisme. Mais lui aussi est sorti de cette école franco-arabe. Et bien évidemment, il y a celui dont on va parler aujourd'hui, moi j'appelle ça le penseur mal aimé, dont tu as un petit peu fait l'introduction, c'est Malik Ben Ami. Il est mal aimé. Pourquoi? Encore une fois, je pense que lui, il était porteur de cette double culture. Il travaillait en français et en arabe, mais surtout en français, jusqu'au moment où il a quitté l'Algérie en 1956 pour aller étudier l'arabe en Égypte. Et c'est là où, à partir de ce moment-là, qu'il va travailler seulement en arabe. Mais durant toute la période, jusque-là, il travaillait beaucoup en français. Il était proche aussi de Ferhat Abbès. Il a écrit dans le journal Ibn Badis, mais apparemment, il y avait des différences d'approche idéologiques, je pense, sur la manière de combattre le colonialisme. Voilà, Nordine, ce que je voulais dire en tant qu'introduction pour mettre en exergue un petit peu la différence des élites algériennes qui sont sorties de cette école franco-algérienne. Et encore une fois, Malik Ben Abi, moi je lui reconnais, c'est un grand penseur, bien évidemment. Et bien sûr, il y a quelques controverses. Si tu veux en parler, tfadal. C'est Mohamed Ben Nabi, هو والآخرين. Et ils ont étudié la médersa qui était l'équivalent de l'université. La médersa de Constantine qui était pas loin de Cheikh Ben Badis où il avait son bureau. Et c'est vrai que les gens qui avaient la possibilité d'étudier la médersa, c'est l'équivalent de l'université arabe, si on peut l'appeler comme ça. Bien sûr, oui, absolument, oui. Malik Ben Nabi, c'est là qu'il a tout appris. Mais Malik Ben Nabi, je ne dis pas que moi, c'est un bonhomme, mais l'analyse qu'il fait, avec le recul du temps, moi, mon humble avis, il avait entièrement raison. Juste des propos qu'il a tenus quand il a fait le voyage dans les pays occidentaux et après les voyages dans les pays musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, il parle dans un pays colonisé. La colonisation est aussi un spectre qui désigne la colonisabilité. Pourtant, je ne t'entends jamais parler de ta colonisabilité, mais seulement de la colonisation. Tu ne dis pas pourquoi je suis colonisé. Tu dis simplement je suis colonisé. Tu ne parles pas de tes devoirs, mais simplement de tes droits. Je sais que ton attitude stérile découle de l'absence d'un critère, d'une méthode. Tu écoutes tes erreurs et leurs mensonges, car les voleurs de prestige te montrent ceux qui n'ont pas de souci de t'éclairer, mais de t'éblouir, de te servir, de servir de toi pour devenir et garder une parcelle de pouvoir. Et pourtant, il est clair que pour détruire la plante vénéneuse, il faut l'atteindre dans son germe à la racine. C'est un bonhomme, il a tellement vécu et qu'il voulait de la perfection. Il ne pouvait pas accepter. Comment cela se fait-il qu'on accepte d'être colonisé? On parle des droits, mais pas des devoirs. Et c'est ça, Malik Ben Nabi. Il est venu à Marseille, en 1946 ou la 47, je n'ai pas la date exacte, pour 40. Essayer de donner. Pour 46 ou 47, je crois qu'il est venu à Marseille.
Oui. Et il y avait même il y avait quelques amis, ils ont voulu même acheter l'immeuble où il donnait des cours d'arabe, où il donnait des cours de toutes sortes d'apprentissage. Et après, ça n'a pas marché. Les Français, quand ils ont vu, Billy, il est venu là, il a commencé à يخربش عليهم كما يقولوا. Et là, de suite, ils ont arrêté cette école-là, ils l'ont fermée. Bon, après, elle a disparu. Et Ben Nabi, ça a toujours été c'était un révolutionnaire, mais un révolutionnaire, il ne pouvait pas admettre. Et comment cela se fait-il qu'on est arrivé à ce stade-là? Et il est mort, مسكين, avec الناس يدوا على قلبه. Voilà, c'est pour ça que Malik Ben Nabi, peut-être c'est l'un des plus grands penseurs dans tout le monde arabo-musulman. En Indonésie, au Pakistan, en Inde, dans tous les pays arabes, dans tous les pays, parce qu'ils admettent quand même, ils savent ce qu'ils sont en train de parler ou là de dire, c'est vrai. Mais malheureusement, parce que c'est une autre paire de manches, ce qu'il a subi et tout ça. Mais il a tout fait pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir. Et c'était toujours cette politique. Il y a un livre qui a été préfacé par Nordin Boukroh, Malik Ben Nabi, Mémoire d'un témoin du siècle. C'est un livre de 500 pages. Pour le moment, il est introuvable même dans les. Au Chigoul, c'est le témoin du siècle. Le témoin, un atome peut-être, mais un atome nécessaire pour que la roue de l'histoire humaine poursuive son mouvement. Toute existence, tout événement sont des parcelles, des atomes du destin humain. Peut-être que le destin veut faire de moi, malgré toutes mes implorations, le témoin écœuré des maladies morales et sociales du monde musulman. Je suis certain que la haine bestiale que je sens autour de moi ne s'éteindra pas, même avec ma mort. Je sens qu'après ma mort, M. X cherchera la moindre trace de mes écrits, surtout ces carnets dont il connaît l'existence, même dans les tripes de mes enfants, pour effacer toute trace de ma pensée. Donc c'était un bonhomme qui était tout le temps, pas dans l'attaque, mais il voyait l'islam d'une autre manière. Voilà. C'est Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose. Ben, c'est très difficile de contredire ce que tu dis, parce que bon, c'est vrai que Malik Ben Ami, c'est un visionnaire mal aimé. J'ai lu cet article. Il est mal aimé, pourquoi? Parce que lui, c'est un... comment je vais dire ça? Il y a un paradoxe dans son œuvre, parce qu'il pose beaucoup de questions. Et ce concept de la colonisabilité, c'est-à-dire on est colonisable parce qu'on veut être colonisable, il n'est pas le premier à avoir abordé ce sujet. D'ailleurs, beaucoup comparent Malik Ben Nabi à ce que disait déjà Ibn Khaldoun quelques siècles auparavant. Ça, mais je pense que c'est dans l'expression de ce que disait Malik Ben Nabi, quand on sait au moment où il le disait, au moment où il disait ça, nous étions encore sous la colonisation. Et qui plus est, et là, c'est pas un avis personnel, mais c'est juste de par les écrits que j'ai pu, les livres et les écrits que j'ai pu lire pour préparer cette émission que j'avais fait un petit peu avant, parce que je sais que tu avais fait quelques émissions déjà sur une autre radio, c'est que il s'était marié, en tout cas la perception, si tu veux, il s'était marié à l'école de l'islamisation à l'occidental. Mais nous sommes dans un pays colonisé et ceux qui nous sont en train de nous coloniser sont chrétiens et des Français. Déjà là, il y a, si tu veux, une espèce de controverse. La deuxième controverse, c'est qu'il n'est pas resté en Algérie, parti d'Algérie. Effectivement, comme tu dis, il est parti en France, etc. D'ailleurs, il avait épousé, son épouse était française. D'ailleurs, son épouse était française et quand il va partir en 56 au Caire pour aller étudier l'arabe, elle ne va pas le suivre. Elle ne va pas le suivre et il a eu une rencontre, enfin tu peux voir ça dans certains articles, on a écrit plusieurs choses là-dessus, c'est que même il avait été voir Jamal Abdel Nasser à l'époque pour lui demander, si tu veux, de un
une activité, si tu veux, pendant qu'il étudiait, puis en même temps pour envoyer un petit peu d'argent pour envoyer à son épouse pour qu'elle puisse subsister. Et puis elle n'a pas rejoint, hein, elle n'a jamais rejoint. Bon, il va rentrer ensuite en Algérie en 63 où on va lui proposer un poste à la fac d'Alger ou au ministère de l'Éducation. Mais encore une fois, c'est ça. Moi, je dis, c'est vrai que Malik Benabi dénonce beaucoup de choses. Dénonce beaucoup de choses et il oublie peut-être, à mon avis, que si on a été colonisé, c'est pas parce qu'il y a la colonisabilité que lui s'explique, il te dit vous êtes colonisé parce que vous êtes colonisé. Non, il y a des forces qui sont venues, qui ont détruit, comme je disais, de 1830 à 1870, le colon arrivé en France, mais il a essayé de tout détruire pour faire oublier cette personnalité, ce jeu, entre guillemets, algérien. Et lui vient là et puis il commence et il écrit ses livres. J'ai lu ses livres, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Je les avais lus aussi avec Ibn Khaldoun. Il y a même aussi, il faut pas oublier, ceux qu'il dénonce, il y a Frantz Fanon qui le dénonce aussi, hein, dans le fameux traité de Frantz Fanon. Mais et même d'autres, je pense qu'un philosophe, bon, tu connais, parce que je suis sûr que tu as peut-être vu aussi la manière dont d'autres pays colonisés par la France ont abordé le problème de la colonisation, c'est Alfred Memmi, le Tunisien, hein, et qui lui il écrivait déjà en 54 comment les, et la colonisation s'est faite pas parce que les gens voulaient être colonisés, tout simplement parce qu'il y avait une affaire il y avait un rapport de force qui était là. Puis effectivement, après, quand les gens, on essaie de détruire tous ceux dont ils croyaient, toutes les traditions qu'ils avaient, ben, ça donne le résultat qu'après, bon, ils se plient les Chines. C'est pour ça que je dis, il est mal aimé, c'est vrai. C'est un visionnaire, c'est vrai aussi, mais dans ce qu'il dénonce, même si c'est vrai, il y a aussi peut-être une autre vision de cette chose. C'est vrai que c'est un penseur, c'est un humaniste. Il le dit lui-même, hein, et je crois que pour le citer, il dit que c'est le problème de la colonisation, c'est un problème endogène, c'est-à-dire que bon, c'est fait par les colonisés. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, j'ai toujours été assez contradictoire. Je pouvais, dès cette époque, me définir politiquement comme un révolutionnaire et psychologiquement comme un conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il dit ça? Il y a un problème d'assimilation. Et bon, évidemment, quand on lit ses mémoires, bon, il va un peu revenir là-dessus, mais il va essayer de s'expliquer. Mais toujours est-il que c'est pour des gens qui sont colonisés, pour des gens où on essaie de détruire l'essence même de leur existence, il est très difficile de voir un penseur, aussi brillant soit-il, qui vient de leur dire, mais c'est votre faute si vous avez été colonisé. Et ça, c'est là l'incompréhension. Même les éléments qu'il dit sont parfois vrais, mais je veux dire, Malik Benabi, que l'on adhère ou non à ses idées, c'est un penseur et cette relégation intellectuelle, ça empêche de diffuser ou ça empêche d'assimiler la compréhension de ces idées pour les colonisés de l'époque que nous étions, que les Algériens étaient en Algérie. Il fait partie de l'élite, c'est vrai, mais il y a sa pensée est très très difficile pour les non-initiés à comprendre. Il a en face de lui, quand il dit ça, il a en face de lui un public de travailleurs algériens. C'est vrai que, comme tu l'as dit, lorsqu'il va aller à Marseille, il va donner des cours d'alphabétisation. D'ailleurs, comme tu l'as dit, cette école, enfin, où il donnait ses cours, ça va être fermé. Et je veux dire, c'est encore une fois, toutes ces choses qu'il a faites prouvent qu'il était profondément aussi algérien, mais c'est dans l'expression Taou qui passait pas. Enfin, la perception auprès de la masse algérienne colonisée, ça passait pas. Lui, c'est un homme de concept, c'est vrai. Ces concepts bon, peuvent provoquer des à penser ou à ne pas partager, mais ce sont des concepts qui sont là et qui sont vrais. Mais c'est aussi une contradiction de l'écrire
dans la langue, il ne faut pas oublier qu'il écrivait, lui, il écrivait dans la langue du colon, il écrivait dans la langue du français, en français. Donc, c'est d'autant plus difficile à comprendre pour ces gens qui sont là. S'il écrivait encore en arabe, comme Ben Shenab Mohammed faisait, il écrivait en arabe. Il dénonçait la colonisation et bien sûr, il disait aussi qu'il fallait qu'il se réveille. Même Ibn Badis l'a dit. Hein. Ibn Badis, il disait des choses aussi que les Algériens, sous la colonisation, il fallait peut-être qu'ils se réveillent, qu'ils reviennent à l'essence même de l'islam, c'est-à-dire oublier ce maraboutisme, etc. Il le disait en arabe, il était près de son peuple, etc. Alors que Ben Abi, c'est autre chose. Bien sûr, il s'est débattu intellectuellement, mais il n'a pas suscité le clivage des idées. Il n'a pas réussi à s'accrocher avec la population. Et c'est ce qui fait qu'il y a une rupture. Surtout quand il a parlé de cette colonisabilité, ça a été une rupture dans la manière dont c'est exprimé. Moi, je vais le noter, je vais le citer là, par exemple, pour donner un exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Certes, la part du colonialisme est écrasante. Il écrase toute pensée, tout effort intellectuel, toute tentative de redressement moral ou économique. C'est-à-dire que tout pourrait donner pour éviter d'avoir un ressort quelconque. Ça, il a écrit ça en 54. C'est après qu'il va dire, justement, à la suite de ça, il va dire, mais oui, vous êtes colonisable à cause de ça. Le système colonial, il impose un système, mais il n'affecte pas la valeur fondamentale de l'individu. Et ça échappe. Puis, quand il parle de ça, il ne faut pas oublier, quand il parle de ça, il parle aussi, après, il va parler de la question juive. Je ne sais pas si tu as lu ce qu'il a dit sur les juifs, sur la question juive. Allô? Quand il parle de la question juive, Ben Abi, là aussi, ça a fait une controverse énorme. Ça a fait une controverse énorme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les idées ne sont pas toujours dans l'expression Tao. Je veux dire, c'est pas toujours simple à comprendre. Et la manière dont il convait le message, surtout qu'il parle de la question juive, je crois que c'est dans les années 54, bon, il y a 48 qui étaient là. 1948, c'était juste à quelques années. Et bien sûr que ça ne lui a pas fait faire que des amis. Si tu veux, je pourrais en parler quelques extraits si tu veux que j'en parle. Mais bon, encore une fois, il y a une incompréhension de Ben Abi dans son langage. Et comme je disais, il écrit aussi en français. Puis les gens connaissent aussi à l'époque, on parle de 54, il y avait Albert Memmi qui lui-même est juif et qui parle d'autre chose, c'est complètement à l'opposé. Et ça, je pense encore une fois qu'il y a une incompréhension. Peut-être c'est une incompréhension culturelle, civilisationnelle. Je ne pense pas qu'il n'était pas profondément algérien, je pense qu'il l'était. Mais dans l'expression de ses idées, peut-être que là, il y a une incompréhension. Il fallait peut-être faire un peu plus attention. Bon, évidemment, encore une fois, c'est un intellectuel. Il est difficile à comprendre et puis ça reste une énigme. Moi, je suis persuadé qu'il était profondément révolutionnaire, mais c'est peut-être la manière dont il faisait son message, surtout à l'époque avec quelqu'un comme Ibn Badis, par exemple. Et là, on voit toute la différence. Pas dans la Sinordi. Le livre La vocation de l'islam. Oui. La préface, voilà ce qu'il disait. Quand on parle de Ben Abi, Ben Abi fait partie du cercle restreint des penseurs qui ont appliqué leur capacité d'analyse à la compréhension des mécanismes sociologiques qui produisent des civilisations et des dysfonctionnements qui entraînent leur déclin. Le grand problème auquel il a été confronté le long de son itinéraire a été de savoir comment arracher les musulmans au déterminisme de leur histoire, médiateur entre la civilisation de l'islam et celle de l'Occident. Il est de tous les penseurs musulmans des 2 derniers siècles celui qui a proposé la vision de l'islam la plus compatible avec le sens de l'histoire. Il n'a pas pensé les seuls problèmes du monde musulman, mais ceux du monde en voie de globalisation qu'il voyait sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Toute son œuvre porte l'empreinte d'une vision d'ensemble de l'avenir du monde, avec ses promesses et ses contradictions. Il voyait le dénouement de ces dernières dans la mise en place d'une convivencia universelle qui pourrait cohabiter dans un cadre global
les différentes cultures, ce paradigme ne pouvait pas être compris de son temps. Seules les récentes évolutions de la situation internationale telle qu'elle se présente dans ces premières années du troisième millénaire peuvent permettre sa compréhension. Si Ben Nabi n'est pas de l'histoire, la tendance mondialiste, il est par contre le premier à situer l'islam dans cette perspective et à vouloir l'y installer. Il ne faut pas s'attendre en parcourant sa pensée à des audaces iconoclastes. Ben Nabi n'est pas venu pour réformer l'islam, mais pour révolutionner la culture musulmane, l'esprit et la vision du monde véhiculés par cette lecture. Ce faisant, il a brisé maints tabous et décanonisé l'histoire du monde musulman, telle qu'elle a été présente par la pensée traditionnelle. Il n'a pas proposé un schéma de reconstruction du monde musulman ou un prototype de l'homme musulman, mais il leur a indiqué des voies et une vocation. Il a enrichi les sciences sociales d'une meilleure connaissance de la psychologie, de la sociologie musulmane et fourni une interprétation de l'histoire musulmane dont nous avons besoin aujourd'hui pour réconcilier l'islam avec le monde. Non, c'est vrai que Malik Ben Nabi, c'est un cas exceptionnel. Malik Ben Nabi, pour essayer moi, j'ai toujours regardé surtout les livres qu'il a écrits et tout ça. Il y a un très beau livre qu'on ne trouve pas malheureusement. Le titre du livre, c'est Pourriture. C'est un livre de 70 ou 80 pages. Malheureusement, il n'y a plus rien. Heureusement qu'il y a Nordin Bokroh qui a pu récupérer tous les papiers qu'il a trouvés à gauche et à droite avec sa famille. Et le dernier livre qu'il a écrit, Nordin Bokroh, c'est Le témoin du siècle, mémoire d'un témoin du siècle, où on parle de Ben Nabi enfant, on parle de Ben Nabi étudiant, on parle de Ben Nabi écrivain, dans tous ces carnets. Voilà, c'est Mohamed. Juste le 27 octobre 1960. Voilà qu'est-ce qu'il disait. Et le titre, c'est Le cadavre. Les médecins doivent savoir par quel bout un cadavre commence à pourrir. Il est probable que si le monde entrait en putréfaction, un jour, sa pourriture commencera par notre bout. C'est notre pourriture qui pourrira le monde. Il est terrible de donner à un enfant un sécateur quand il n'a aucune notion de l'art de tailler un arbre. Il ne peut que multiplier l'arbre, ce que nous faisons en ce moment. C'est vrai que c'est des mots très durs pour accepter. Mais malheureusement, c'est l'histoire de l'arabe, on ne peut pas y échapper. Tu sais, Nordin, qui dit ça, c'est vrai, c'est factuel. Mais il oublie de dire, par exemple, il te dit que la colonisabilité, c'est de la faute des colonisables. Il y va et c'est très difficile à comprendre pour des gens qui sont la colonisation, qui viennent de se faire, il y a sur 3 millions d'Algériens entre 1830 et 1830, il y a 3 millions d'Algériens, il y en a 1 million qui a été tué quand même. Et il ne faut pas oublier, encore une fois, il parle de... c'est là où moi, je voudrais mettre ça en exergue. Quand les Français sont arrivés en Algérie, le taux d'alphabétisation de la population algérienne était à 90%. Ils étaient beaucoup plus éduqués que les gens qui venaient de les coloniser. Il y avait, lui, il parle de l'islam. Je pense que, comment je peux dire ça, c'est... Pour moi, c'est difficile parfois de dire ça, mais son analyse dans la vocation du monde islamique, etc., il pose la controverse entre la connexion entre la civilisation occidentale et lui, son ambitieux projet de la modernisation du monde musulman de l'époque. Et quand il dit ça, il les compare, c'est dans la question juive, d'ailleurs il en parle aussi dans son livre La vocation du monde islamique, il parle des juifs, il dit que les juifs sont des acteurs incontournables. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été l'âme et le cœur de cette entreprise, parce qu'ils ont réussi à accepter cette civilisation, et la civilisation occidentale a été faite grâce aux efforts des juifs. C'est un peu fort quand même. Il associe l'esprit de la civilisation occidentale aux Juifs. Et il a oublié que les Juifs, par exemple, en Andalousie, et quand ils ont été chassés d'Andalousie, où est-ce qu'ils ont été? Ils étaient dans l'Empire ottoman. Tout ça, tu vois, ce sont des éléments, lorsqu'il fait ses études, il oublie d'en parler. Et si tu veux, il ne parle que du côté absolument négatif de l'islam, sans faire thèse, antithèse, synthèse.
comme l'a fait par exemple Ibn Khaldoun ou comme l'a fait le juif tunisien Albert Memmi, si tu veux. Bon, je peux en parler après. Mais c'est ça qui est, à mon avis, la genèse de son sujet. C'est ça qui a focalisé l'attention sur lui dans un pays qui est colonisé, en train de se faire massacrer, et il continue à dire que bon, il faut moderniser l'islam, etc. Non, pas seulement moderniser, il parle aussi de réforme de l'islam. Et tout ça en français. Je ne sais pas si tu vois un petit peu la manière dont j'essaie de mettre en exergue le problème de Benabi. Et encore une fois, je ne suis pas en contradiction de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ce sont des choses qui sont absolument vraies, mais il n'a pas été le premier à les dire. Il n'a pas été le premier à les dire. Même, je dis encore une fois, Ibn Khaldoun l'a dit à sa manière. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'il prenne sa place, parce qu'il a été oublié. Je pense que ça, c'était pas normal. Il s'est battu pour son pays. Et encore une fois, quand on dit il s'est battu pour son pays, c'est pas comme un Ferhat Abbas ou bien un Ibn Badis. Non, il faut pas oublier qu'il a quitté l'Algérie ou un bac. Il a été en Allemagne, etc. Il a fait des études. Et tout ça, quand tu mets tout ça ensemble, il rentre en 63 en Algérie, bien sûr que les gens vont le montrer du doigt et vont le dire, et c'est pour ça qu'il va quitter. D'ailleurs, il ne va pas rester longtemps dans ce poste au ministère de l'Éducation. Voilà, moi, j'essaie un petit peu de débroussailler la manière dont il est vu, mais c'est la perception vue de ces Algériens colonisés, sur quoi on dirait en deux mots qu'ils n'arrêtent pas de leur taper dessus. Et il ne propose pas de solution en plus. Il fait des constatations. Comme tu dis, voilà, le corps, etc. Mais qu'est-ce qu'il a proposé en fait comme solution? Fadal, peut-être que tu vas m'aider sur ça. Non, la solution, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, on est grippe, je ne sais même pas où. Mais le problème qui se pose, c'est Mohamed aujourd'hui. Quand on voit Oui. ce que vit le monde arabo-musulman, OK. moi je dirais de Tanger jusqu'en Arabie Saoudite, en Indonésie, de partout. Oui. La misère totale, l'injustice, l'incompréhension. Il n'y a rien qui nous donne la possibilité de dire que demain, il sera meilleur qu'aujourd'hui. Yeah. Lui, il a été précurseur. Lui, il a vu ça avant tout le monde. Allah, il l'a vu, parce qu'il a vécu. Il faut dire que c'est parmi les seuls Algériens qu'il a été reçu par des rois, le roi d'Arabie Saoudite, le roi de Jordanie. Il a été reçu par les grands du monde. Et il savait que c'était. Parce que le problème, c'est qu'on sait qu'est-ce qu'on a fait comme mal. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas lui répondre directement en disant tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça. Melk Ben Nabi, c'est vrai, quand il est rentré en Algérie, quand ils lui ont donné un poste juste année pour je dirais un strapontin, et Talb Ibrahim, c'est lui qui avait pris, qui était ministre de supérieur à l'époque, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il sortait, il donnait des conférences, il revenait, et on le faisait mener la vie dure, dans des bonnes conditions. Il y a même dernièrement un pseudo-historien de l'université de Constantine qui est allé chercher quelques dossiers dans les archives en France. Et il a écrit comme quoi, et après il dit non, non. Et après il s'avère qu'il a dirigé la mairie de Dreux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été emprisonné, il a fait, je crois, 15 mois, 2 ans de prison. Après, il a été blanchi, il est ressorti, et on lui a mis des trucs sur le dos. Parce que c'est un bonhomme qui gêne par ses paroles. Pour faire référence à ce que tu dis, Nourdine, je m'excuse, je te coupe. C'est vrai que les Français l'ont accusé de collaboration avec les Allemands. Ça, c'est vrai. Avec les Allemands, c'est ça. Et c'était faux. Il a même dû, pardon, excuse-moi, il a même été travailler en Allemagne en tant qu'ingénieur, puisqu'il était ingénieur. Il travaillait, oui, il travaillait. Mais il n'a jamais fait partie de la collaboration. C'est un homme qui a été refusé en Algérie. Il a été pratiquement incompris de part et d'autre. Il était en Europe. Après, bon, effectivement, il est parti à Dreux. Il a travaillé là-bas. On a commencé à l'accuser de collaboration. Il a été obligé, comme on a le travail forcé pratiquement en Allemagne. Et puis, mais même que ce soit les Français, beaucoup de témoignages qui sont venus pour dire mais non, il n'a jamais été collaborateur. Ça,
Ça a été dit, puis après, bon, il va partir, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, il va revenir, et puis il va partir en Égypte. Mais encore une fois, quand tu parles du monde arabe contemporain tout à l'heure, il est indéniable, aujourd'hui, quand tu regardes la carte géopolitique du monde arabe, qu'il y a des dissensions. Indéniable de dire aussi qu'on n'est peut-être pas l'exemplarité des pays, certains en tout cas, de démocratie et de liberté d'expression, bien que l'Algérie, par rapport à d'autres, n'est pas les plus mauvais. Et ceci s'explique aussi. C'est que lorsque les empires coloniaux sont partis, ils ont laissé leurs jalons. Et quand on parle de l'école franco-arabe qui a été créée, je crois, en 1909, on peut tout aussi bien parler du plan de Constantine de Gaulle en 1958. Il va créer les promotions Lacoste, etc., parce qu'il savait qu'il allait les partir et qu'il fallait qu'il laisse ses relais. Évidemment, quand on laisse un pays complètement détruit, tout ce qu'a fait la France en Algérie, c'était pour elle, même l'école franco-arabe. On arrive en 62, qu'est-ce qu'il y avait en Algérie? Absolument rien. Et ça a été repris par qui? En plus de ça, parce que la situation politique était ce qu'elle est, que les révolutions, quelles qu'elles soient, elles bouffent leurs enfants. C'est pas propre à l'Algérie. Toutes les révolutions qui ont eu depuis le XVIIe siècle au Wahbat, ils ont tous bouffé leurs enfants. On peut parler de la révolution des Russes, etc. La révolution du Vietnam, la Corée, l'Égypte, etc. Puis après, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des gens qui sont soit issus de l'école des anciens empires coloniaux ou sont issus des mouvements extrémistes qui refuse toute espèce de modernité, toute espèce de démocratie. Et voilà, on est pris entre deux pôles. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Encore une fois, c'est les séquelles de la colonisation. On n'a pas dire ce qu'on veut aujourd'hui en France, même en Algérie, par exemple. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est la polémique? On est en train de nous attaquer de partout. Ils ne veulent pas nous lâcher. Et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est dû aussi aux nôtres, qui sont à partir de France, pour ne pas le citer, des Daoud, des Sansal, des Azoui, etc., etc., etc. Donc, c'est pas que les pays arabes sont pires ou moins bons que c'est qu'il y a ce processus où ils essaient de s'insérer et ils essaient de prendre un petit peu ces mouvements avec de la liberté d'expression, de la démocratie. Et je ne parle pas de la démocratie occidentale, parce que moi, je vis aux États-Unis, je vois ce qui se passe maintenant avec Trump. Ce n'est pas une démocratie. C'est un monarque, c'est un fasciste. Je vois ce qui s'est passé en Allemagne avec Adolf Hitler. C'était au nom de la démocratie qu'il a été élu. Ça a donné ce que l'on sait. Donc, tu vois, quand tu parles de le monde arabo-musulman, moi je dis qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Un, considérer le monde arabo-musulman, les dirigeants, et deux, le peuple. À chaque que tu prennes, parce que tu parlais de Tanger jusqu'à l'Arabie Saoudite, il n'y a pas un pays arabe depuis les indépendances qui n'a pas essayé d'embrasser le concept de la liberté d'expression. Et à chaque fois, qui les en a empêchés? C'est l'Occident. Je prends un exemple tout à fait récent. Gaza. Et je prends l'Ukraine. Tu as un président Trump qui va au devant des micros, qui envoie son ministre de la Défense, qui envoie son vice-président parler de la paix qu'il faut absolument faire dans les plus brefs délais en Ukraine pour éviter la perte de vies humaines, etc. Et d'un autre côté, à Gaza, où c'est un génocide, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que j'aille, moi, dans le strip, strip, c'est-à-dire le front de mer de Gaza, et en faire une French Riviera, c'est-à-dire une côte d'Azur. Où se trouve la différence, Sinourdine, entre ces pays arabes qui sont sous le joug d'un côté de l'Occident, qui ne veulent pas les laisser émerger, puis d'un autre côté, des tortionnaires qui vont les mettre en place. Je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple de Gaza et de l'Ukraine, ce double langage. Je peux prendre l'exemple de l'Égypte. L'Égypte
Moubarak, il est démis de ses fonctions. Les États-Unis s'arrangent pour mettre, c'était ce mot, le président qui est venu après Moubarak, vous m'excusez, chers auditeurs, enfin, toujours est-il, c'est un président qui va être élu en Égypte après que Moubarak se soit fait enlever, démis, et ils vont mettre ce président égyptien qui a été élu démocratiquement. Démocratiquement, qui vient, c'était ce mot, il vient des États-Unis et il était professeur d'université en Californie. Qu'est-ce qu'on fait pendant sa tenure? On s'arrange pendant sa tenure de couper l'électricité, de couper l'eau, de rendre la vie misérable aux Égyptiens. Et on va le blâmer parce que, soi-disant, entre guillemets, c'est un islamiste. Comment veux-tu, Nordine, que ces pays arabes, lorsqu'ils sont confrontés à ces deux pôles de dictature, la dictature de l'Occident, qui ne veut pas oublier qu'ils ont été des empires coloniaux, et la dictature de ces puppets, de ces marionnettes qu'ils mettent en place. J'ai regardé le roi de Jordan, quand il était aux États-Unis. Et durant sa conférence de presse avec Trump qui disait devant lui qu'il faut Gaza, etc. en faire. Le pauvre roi de Jordanie, il sait que son lifeline, sa ligne de vie, ce sont l'argent des Américains. Sans les Américains, il ne peut pas continuer à gérer son pays, ne serait-ce que l'espèce de 24 heures. Tout ce qu'il a dit, moi, il a été courageux. Il a dit, moi, je ne veux pas des Palestiniens. Par contre, je suis prêt à prendre 2000 Palestiniens, des femmes, des enfants, dans mes hôpitaux. Comment veux-tu, à Noureddin, aujourd'hui, que ces pays, le peuple musulman, le peuple arabo-musulman, hein, je parle, sortent de ces sillons quand il y a des forces aussi puissantes contre eux? Mais, je dis encore une fois, mais il y a eu des réussites. Tu prends Wahd Kima Mohammed bin Salem d'Arabie Saoudite. Qui aurait cru qu'il allait s'asseoir à la même table avec les Iraniens? Cette paix, cette négociation de paix qui a été organisée par les Chinois, il a compris qu'il fallait qu'ils se démettent de cette chape que ceux qui ont tué Faisal ont réussi à imposer en Arabie Saoudite avec le Baha ou le Wahhabisme, etc. Et il fait des choses quand même. Aujourd'hui, les femmes peuvent conduire, les stades sont ouverts, il y a, comment dirais-je, une espèce d'ouverture qui se fait pour tout simplement que ces jeunes soient entre eux. Et il est en train de réussir. Tu prends la péninsule arabique, par exemple, quand tu prends des pays comme Dubaï, comme le Qatar, qui entendait parler du Qatar il y a 50 ans? On ne savait même pas où c'était. C'était un banc de sable. Regarde aujourd'hui le Qatar, la réussite qu'ils ont eue dans la communication. Pourquoi je parle de la communication? Quand tu es maître de la sémantique, israélienne, et ils les confrontent pour leur dire voilà quel est le mal. Et puis aujourd'hui, le Qatar, c'est eux qui sont en train de négocier aussi pour les Gazéens. Ce sont, à mon avis, des réussites. Moi, je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé à Bahreïn, je suis allé au Sultanat of Oman, etc. Il y a des sillons vers l'expression, vers cette auto-gestion d'eux-mêmes qui viennent parce que nous avons, historiquement, nous avons ce concept, ce que eux appellent la démocratie, c'est shawra, shawr wahd, c'est consultation. C'est encore mieux que la démocratie. Pourquoi? La démocratie, c'est 50% plus une voix. Shawra, c'est que je te consulte, même si on n'est pas d'accord, arrivé à un certain moment, on va se mettre d'accord. Parce que pour moi, la démocratie, c'est aussi, comme disait Churchill, c'est le régime le plus immonde qui puisse exister, mais enfin, c'est aussi, on n'a pas le choix pour l'expression. D'un autre côté, comment dirais-je, la manière dont la démocratie s'exprime, c'est aussi, une fois que tu as la majorité, bah, ça devient une dictature. J'ai cité Trump,
récemment avec ce qu'il a fait. Je peux citer ce qui s'est passé, je l'ai cité d'ailleurs, avec Hitler en Allemagne, on peut citer Mussolini, on peut citer l'Espagne sous Franco, Salazar au Portugal, et ça, je suis en train de citer des pays occidentaux. Allez, au moins, ils ne parlent pas de ça. Ils viennent chez nous. Mais, je dis encore une fois, eu égard à la composante démographique dans les pays musulmans, c'est-à-dire, moi, je parle de ce ratio démographie, pour utiliser des termes occidentaux, on va être obligé à un certain moment de reconnaître quand on a 70% de sa population, et en général, tous les pays musulmans, là, ils ont une composante en majorité qui est très jeune. Je prends celle de mon pays, c'est 70 ans, dans la pyramide d'âge des moins de 35-45 ans. Il arrive à un certain moment, même si c'est géroncrates qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, ben, Rabbi subhanahu wa ta'ala va faire son devoir, ils vont être rappelés à Dieu. Et ces jeunes aujourd'hui, ils ont un téléphone, le iPhone, ils ont sur leur écran toutes les informations possibles et imaginables qui se passent dans le monde dans la seconde qui suit. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus les informations, ils vont les chercher eux-mêmes. Et c'est pour ça que je reviens à Ben Abi. C'est un grand penseur du XXe siècle, bien sûr. Il a fait une excellente analyse des maux dont souffraient les colonisés. Est-ce qu'il a oublié? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qu'il a oublié aussi, c'est de parler de ces colonisés. Comment les aider? Est-ce qu'il a proposé des solutions? Ou même s'il a proposé des solutions, est-ce que ces solutions étaient acceptables pour les gens, entre guillemets, qui étaient malades? Je reprends l'image de ton cadavre. Voilà, moi, quand on lit le Muqaddimah d'Ibn Khaldoum, il en parle déjà. Et il y a des musulmans, comme tu dis, des dictatures musulmanes. Tu prends Ibn Rushd, Averroès. Il a été exilé, alors que c'était le plus grand penseur de tous les temps. Au point de vue philosophique, c'est lui qui a traduit on l'appelle le grand commentateur, les écrits d'Aristote et de tout ce qui était la philosophie grecque, qui aujourd'hui est encore utilisée parce que c'est de là que vient la philosophie, quand on parle de la liberté, etc. Mais ce n'est pas nouveau. La dictature, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'on dise que les pays arabes sont des misérables, sont des dictatures, moi je dis qu'il faut faire la différence entre ceux qui les détiennent avec des chaînes et le peuple arabe qui essaie de s'en sortir. En Algérie, il y a eu la Hirak. En Égypte, il y a eu Rabaa. Au Maroc, en Tunisie, il y a eu la grève du pain dans les années 2010, qui a donné après, bon, évidemment, la révolution tunisienne en février 2011. Donc, ils essaient de bouger, mais à chaque fois, il y a cette chape qui leur tombe dessus. Si ce n'est pas les dictateurs Taham, parce qu'ils n'arrivent pas à les gérer, on fait appel à l'Occident. J'ai cité l'exemple de l'Égypte, j'ai cité l'exemple de la Jordanie, etc., etc., etc. C'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas contre des philosophes comme Ben Abi, mais je les mets en exergue. Par exemple, Ben Abi, je disais encore une fois, je répète, c'est un penseur du XXe siècle. Mais quand on voit la différence entre lui, que moi j'associe un assimilationniste, entre guillemets, hein, parce qu'il va changer après, et puis quelqu'un comme Ibn Badis, qui lui d'abord parlait en arabe, s'adressait à la population arabe, a créé les écoles arabes, il savait qu'il fallait prendre par, comment dirais-je, la racine même du peuple pour l'éveiller. Et puis après, il va s'associer avec Messali Haj. Alors que Ben Abi, autant que je sache, il a essayé, mais en tout cas, il n'a pas réussi à faire le travail qu'a fait Ibn Badis. Tu as parlé de Marseille, par exemple, il a essayé, puis là, il a été chassé. Il n'a pas continué après. Bien sûr, il était dans les sphères de l'intellectualisme. Mais tu ne fais pas des révolutions avec des intellectuels. La révolution, tu peux penser la révolution. Mais pour qu'elle soit faite, il faut être avec le peuple. Il faut être accepté par le peuple. Ce qui fait la différence entre un Ben Abi ou même un Ferhat Abbas ou un Ben Badis, ou bien on peut parler d'autres. Hein, moi, Hamoudi, etc. Enfin, le Ibrahimi et tous ces gens-là. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas jeter la pierre comme ça sur tous les pays musulmans. Certes, ils ont des problèmes, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de s'en sortir. Mais à chaque fois, je l'ai illustré avec les exemples que je t'ai donnés, ce qui fait que ça un petit peu, évidemment, après cette verve révolutionnaire, quand on bouffe leurs enfants, ses propres enfants, pardon, c'est difficile. C'est difficile. Et moi, je prends par exemple toujours l'exemple Terna, c'est le meilleur exemple que puisse exister.
quand ils sont arrivés, les Français, l'alphabétisation était à 90%. Ils ont tué un tiers de la population en l'espace de 50 ans, de 1830 à 1870, 1880. Ils ont tout détruit, tout, absolument tout. Mais juste maintenant qu'ils étaient colonisables. Ah, je ne peux pas partager ce genre d'approche, autant que je peux expliquer que ça existe. Mais c'est pas ça la cause. La cause d'être colonisable, c'est pas parce que tu es colonisable, parce qu'il y a des forces qui sont venues et qui t'ont battu. Et puis ça, c'est l'histoire de l'humanité. Tu prends par exemple des pays comme le Portugal, tu prends des pays comme l'Espagne, qui ont été des conquistadors, qui ont construit des empires énormes. Regarde le Portugal où il est aujourd'hui. Regarde comment dirais-je, l'Espagne comme elle est aujourd'hui, même la France ou l'Angleterre. Puis d'un autre côté, après, il a fait quelque chose quand il parle de la question juive. Là aussi, c'est quand même, quand on lit ce qu'il a écrit, c'est vrai que les Juifs est un peuple qui a beaucoup souffert et qui s'en est sorti parce qu'il ne comptait que sur lui-même. Ça, c'est vrai aussi. Mais au même titre que chez les arabo-musulmans, ils ont fait des révolutions, ils ont arraché leur indépendance. À la différence que les Juifs se sont intégrés dans les pays dans lesquels ils vivaient. Ce que chez nous, ce n'est pas toujours évident. Voilà, Nordine, si tu veux prendre la parole et faire des commentaires. Parce que là, on arrive à la fin, il est 18h06. Juste, finir Tarq ibn Ziyad. Ah oui. Il a fini sa vie comme mendiant, fait la mosquée des Omeyyades en Syrie. En Syrie, pourquoi? Voilà, Tarq ibn Ziyad. Mais la question s'est posée, c'est pourquoi il a fini comme ça? Justement, vous parlez tout à l'heure de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, comme arabe, parce qu'elle était Dmago. Ils allaient le décapiter. C'était une époque. Moi, quand je dis le monde arabo-musulman, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, on est tous complices. Parce qu'on est en face d'un génocide et on n'ose même pas. On n'a même pas le courage de dénoncer ce génocide qui est en train devant nos yeux. Les Algériens, les Algériens, c'est un peuple, je ne sais pas parce qu'on est Algérien, là, qui est un peu spécial par rapport aux autres peuples. Et le 1er novembre 1954, la Tunisie, c'était un prétectorat. Le Maroc, c'était un prétectorat. Le Mali, c'était des prétectorats. Et le peuple algérien n'a compté que sur lui-même au départ. Il a pris le maquis que sur. Voilà, et quand même, il est arrivé parce qu'ils avaient une conviction. Voilà, et ils sont arrivés quand même à vaincre la quatrième ou cinquième puissance mondiale de l'époque, avec des fusils de chasse, et avec des tire-boulettes, et avec de. Parce qu'un peuple, quand il veut arriver à quelque chose, il arrivera sans aucun problème. À la Koulihal, c'est une bonne émission. On a parlé de tous ces intellectuels. Et le livre c'est Mohamed Chouf, c'est un livre de Melk Ben Nabi, Mémoire d'un témoin du siècle. Oui. Voilà. Excellent livre que je recommande. Oui, je l'ai lu. Hein. Avant de faire cette émission, je l'ai lu. Bon. Voilà. Voilà. Même pour l'achat de ce livre, je pense qu'on peut le commander, on peut le trouver même d'occasion. Mais c'est un très beau livre à la Koulihal. Voilà. Et je نقول لك سي محمد ربي يجيب الخير وهذا هو. Je voudrais quand même finir sur une note positive. D'abord, bon, c'est vrai que les Algériens, et là je suis moi-même algérien, nous avons combattu contre la quatrième puissance mondiale. Ah, c'est vrai. On a perdu, clairement, mais on a gagné politiquement. Et d'un autre côté, en ce qui concerne le problème de Gaza, je suis d'autant plus fier en tant qu'Algérien qu'au Conseil de sécurité, on a réussi à faire cette coalition qui aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, a abouti à un cessez-le-feu après 4 échecs et a abouti aussi à avoir ces négociations à Qatar. Maintenant, est-ce que le résultat que l'on veut est là? Bon, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On a beaucoup d'ennemis et ce ne sont pas toujours les ennemis que l'on croit. Voilà. Et puis encore une fois, je veux remercier l'équipe technique derrière cette émission qui permet de le faire. Merci. Merci aux éditeurs. Merci à toi, Nordine, pour avoir débattu de ce sujet qui, je sais, qui te tient à cœur et qui est un sujet aussi qui est très sensible. Et encore une fois, à tous les amis auditeurs,
vous êtes ceux qui vont faire le succès de cette émission. Alors, je remercie pour les gens qui m'ont envoyé des messages de soutien qui sont très, très gentils. D'ailleurs, je les remercie. Ça vient de France, du Canada, bien sûr, des États-Unis. Je les remercie. Bien sûr, parfois, on peut faire des petits écarts, mais on est là et on se corrige, on s'excuse. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je leur message pour corriger les questions pour répondre aux questions qu'ils m'avaient posées. Nordine, merci. Passe un bon week-end et à la semaine prochaine. Inch'Allah, et un prompt rétablissement pour madame, Inch'Allah. Ah oui, oui, j'ai besoin de vos prières, ça, c'est vrai. Voilà. Et on remercie ceux qui nous donnent un coup de main, même là. Moi, l'ordinateur et tout ça, c'est pas ma tasse de café. Je n'arrive pas. Donc, on remercie les gens qui nous donnent un coup de main. Voilà. Je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, en tout cas, moi, je reçois beaucoup de messages, hein, je peux te dire. Il y a la journée, le Shahid, le 18 de ce mois-ci, le 18 février. Le consulat de Marseille nous a proposé de venir pendant une demi-heure à une heure, de parler un peu de ce qui s'est passé de 54 à 62 et le rôle de cette immigration. On va essayer, Inch'Allah, de faire avec les moyens on peut faire une émission sur ça. Tu vas être là-bas, on peut faire un direct. Mais, enfin, un direct, ça va être difficile. Mais... Non, ça va être difficile. Mais tu peux faire un enregistrement avec la technique. La technique, je parle de Samira. Hein, on va voir si on peut faire interroger les gens, ce serait intéressant, ça, oui. Ouais. Inch'Allah, on va essayer. On va enregistrer, puis après, on la passera sur Radio Orba. L'enregistrer, on peut l'enregistrer. C'est bien, ce serait bien. Voilà. Et Ramadan, c'est quand exactement? C'est la première semaine de mars? Normalement, c'est le 1er mars. Ah, ok, d'accord. On pourra faire des